Cela faisait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo autour d'une thématique bien précise, exploitée par le cinéma d'horreur. Et pourtant, Dieu sait que j'en ai une tripotée en réserve qui attendent bien sagement d'être traitée sur la chaîne. Et même si vous avez été nombreux à réclamer une vidéo sur les poupées dans le cinéma d'horreur, sur le Darknet, les extraterrestres, les robots et j'en passe et des meilleurs, il y a un type de personnage qui revenait encore plus que les autres parmi vos commentaires. Oui, vous sembliez être particulièrement intéressé par un archétype d'antagoniste bien précis qui ne vous laissait apparemment pas de marbre. Chaque année, il y a au moins une dizaine d'entre vous qui témoignent de la peur que cette créature horrifique continue de provoquer chez eux. La peur du clown. Cela peut sembler cliché au premier abord, tant le clown est un archétype de personnage au terrible poncif, ultra codifié, et que son traitement n'est que très rarement surprenant ou original. En gros, le clown de film d'horreur est bien souvent un stéréotype sur pattes qui se contente de tirer toujours sur les mêmes ficelles et de venir chatouiller toujours les mêmes angoisses, les mêmes phobies chez le spectateur un petit peu trop sensible. Mais même si la majorité des films ayant choisi un clown comme antagoniste principal est de qualité pour le moins discutable, il n'en reste pas moins un sujet d'étude intéressant. Outre le sempiternel Ça, l'adaptation tant adorée du public de King, et ce peu importe la version, il y a bien des clowns ou créatures qui arborent leurs traits qui ont terrifié plusieurs générations sur petit et grand écran, alimentant ainsi cette espèce d'angoisse généralisée. Aujourd'hui, rendons leur hommage avec cette vidéo et voyons ensemble comment le cinéma d'horreur a réussi à transformer un personnage rigolo et bienveillant en l'une de ses créatures les plus meurtrières. Car oui, avec le temps, le clown est bien devenu un membre important du bestiaire horrifique, au même titre que le vampire, le loup-garou ou autre momie. Ça n'étonne plus personne de se retrouver face à un clown tueur dans une œuvre de fiction, et ce, quelle qu'elle soit. Il n'y a qu'à voir la pop culture et le nombre de clowns, bouffons, guignols et autres jokers qui apparaissent dans à peu près tous les médias possibles et imaginables et qui n'ont plus rien à voir avec l'amuseur de cirque que le clown était à la base. D'ailleurs, une extrême majorité de ces personnages sont des antagonistes, des méchants, que ce soit dans des œuvres horrifiques ou pas. Et même si certains parmi eux sont plus développés et donc nuancés, dans l'inconscient collectif, cela fait un bon moment que le clown, dans les œuvres de fiction, apparaît généralement comme inquiétant, potentiellement maléfique. En fait, c'est bien simple, dès qu'il a une place un tant soit peu importante dans un récit, le spectateur peut immédiatement l'identifier comme une menace, ou presque, et s'en méfie irrémédiablement, la plupart du temps à juste titre. Après tout, on peut se demander qui est donc cet individu maquillé à l'excès, au point que l'humanité initiale de son visage soit transformée, déformée et figée dans des traits désormais inquiétants, pour ne pas dire carrément inhumains en une expression fixe, que ce soit celle d'un éternel sourire sans joie, sadique ou pervers, qui jure avec les actions horribles qu'il commet, ou celle d'une tristesse sans nom, d'un désespoir effrayant qu'il semble alors vouloir propager. Et que dire du nez rouge, accessoire certes pas indispensable, mais tout de même souvent présent pour achever d'enlever encore un petit peu d'humanité au personnage en question et de l'enfoncer davantage dans la catégorie du clown, créature inhumaine. Son accoutrement également sort de l'ordinaire, des vêtements ridicules, excentriques, souvent pleins de couleurs et de motifs guère communs, des chaussures démesurées, des gants aux proportions cartoonesques et tout un tas d'accessoires à l'origine rigolos, transformés pour l'occasion en armes mortelles. Sans même parler de ses réactions généralement imprévisibles, car il peut vous envoyer une tarte à la crème en pleine face, comme vous éclabousser avec un jet d'eau qui sort de nulle part, voire même vous électrocuter avec un gant trafiqué. Tout un tas de farces qui sont liées au clown dans l'inconscient collectif. Et c'est en cela que le détournement du clown en antagoniste est assez génial. Tous ces accessoires, ces costumes, ces blagues, qui font partie de son arsenal comique, peuvent être transformés très facilement en concepts maléfiques, effrayants, pour faire de celui qui faisait initialement rire un véritable cauchemar ambulant, une menace tangible. Ces farces enfantines, sa façon de faire rire en déformant la réalité, en détournant des objets du quotidien de leur usage premier ou en maniant des accessoires aux proportions modifiées, deviennent immédiatement sinistres lorsqu'elles sont détournées par la fiction horrifique pour en faire quelque chose de dérangeant. Notre œil perçoit toutes ces différences à l'origine faites pour être drôles comme inquiétantes désormais, et le clown se transforme alors en parodie d'être humain, non plus pour faire rire par le ridicule, mais pour effrayer par le grotesque. Et si cela marche aussi bien dans le cinéma d'horreur, c'est parce qu'il y a déjà tout un tas de gens que ces caractéristiques à la base anodines et propres au clown terrifient, sans détournement aucun. La coulrophobie, ça existe bel et bien, depuis très longtemps, et à tous les âges, même si ce sont surtout des enfants qui sont touchés. Leur côté imprévisible, leurs costumes et leur maquillage fantasque, et le fait que certains n'arrivent pas à décoder, si j'ose dire, leur visage en dessous du maquillage, ce qui leur fait perdre une part de leur côté humain pour les rendre inquiétants, même s'ils n'ont pas la moindre mauvaise intention. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui souffrent de cette phobie, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, vous trouverez peut-être du soutien. Ou pas.
Bref, il était évident que le cinéma d'horreur s'emparerait de ce concept pour le rendre définitivement terrifiant en jouant sur ce potentiel angoissant. Et évidemment, on peut détacher plusieurs catégories de clowns de films d'horreur. Je vais vous présenter celles que j'ai retenues et qui nous aideront à comprendre comment ces personnages si prompts à la rigolade sont utilisés dans ce sous-genre cinématographique que nous aimons tant. Commençons par le plus évident, les véritables clowns, c'est-à-dire les personnages dont le métier, dans l'intrigue, est d'être clown. Finalement, il n'y en a pas tant que ça, et leurs rôles sont multiples. Il y a certains films d'horreur qui comptent des clowns en personnages secondaires, dont l'impact sur l'intrigue n'est pas forcément conséquent, et qui ne font finalement rien de mal dans l'intrigue, si ce n'est remplir leur rôle de clown. Dans Hellfest, par exemple, un tueur en série profite d'un parc à thème effrayant pour tuer en toute impunité, car les clients du parc pensent que cela fait partie du spectacle. Les clowns présents dans ce parc sont donc des innocents qui font leur travail le plus innocemment du monde, à l'image de l'incroyable Monsieur Loyal des lieux, le fameux The Barker, incarné par un Tony Todd toujours aussi légendaire. Welcome, children of the night! Mais bien sûr, ceux qui nous intéressent aujourd'hui sont surtout ceux qui finissent tout de même par tuer des innocents, par se transformer en tueurs impitoyables, alors qu'à la base, leur but était bien d'amuser, de faire rire. Il est donc rigolo de regarder un petit peu ce qui peut pousser le clown à devenir un monstre sanguinaire dans ses œuvres. On y trouve toutes sortes de choses, et en même temps, parfois, pas grand-chose. Par exemple, dans Jingles the Clown, le bien nommé Jingles est un clown présentateur d'émissions de télé pour enfants, qui est également un tueur en série qui utilise son costume professionnel pour dézinguer à tout va. Même si c'est une référence assez évidente, comme bien d'autres d'ailleurs, au véritable serial killer John Wayne Gacy, dont nous aurons l'occasion de reparler dans cette vidéo, ici, le petit twist, c'est que ce n'est pas un assassin qui se déguise en clown pour tuer, mais un clown qui joue les assassins. Mis à part cette petite nuance, on ne trouvera rien d'intéressant dans cette série Z un petit peu dégueu. Et ce sera le cas pour bien des films que je vais citer dans cette vidéo, alors autant vous y habituer dès maintenant. D'ailleurs, ce concept de clown qui tue sans véritable raison autre que sa folie, on le retrouve dans pas mal de longs métrages. Parfois, c'est assez flou, on ne sait pas si on a affaire à un tueur déguisé en clown ou à un clown qui s'est mis à tuer, et pour être honnête, dans ces films-là, on s'en fout souvent un petit peu, tant l'antagoniste n'a aucune personnalité. Dans les très similaires Hunt, Bloodfest, The Funhouse Massacre, Circus Kane ou encore les Fear Farm, dans lesquels des jeunes gens se retrouvent piégés dans des parcs à thème effrayants et meurtriers, nous avons droit à des personnages de clowns tueurs qui sont vraiment en train de travailler comme clowns à la base. Leurs motivations pour tuer sont diverses et variées, mais leur point commun est qu'ils utilisent leur attraction, qui est un authentique gagne-pain, pour piéger leurs victimes et les décimer, en proposant un spectacle qui semble ordinaire étant donné le contexte au premier abord, ce qui permet d'endormir la méfiance de leur proie, mais qui se transforme bien entendu toujours en bain de sang. On retrouve dans ces films soit une horde de clowns fanatiques qui font plutôt office de larbin, de sbires sans personnalité propre, soit un ou deux personnages un petit peu plus charismatiques qui, eux, jouent le rôle d'antagonistes principaux, à l'image de Balthazar Kane dans Circus Kane, ancien patron d'un cirque reconnu qui a sombré dans la déchéance et qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Et que le spectacle continue pour la plus grande joie de tous, jusqu'au grand final de cette longue aventure. Bien souvent, ces clowns-là sont juste l'incarnation de la peur, voire du film d'horreur lui-même. Des ennemis sans personnalité, au visage caché derrière un masque ou un maquillage de clown, l'une des représentations horrifiques les plus clichés possibles. À l'image d'un Michael Myers juvénile, faire le choix du clown tueur dans ce genre de film, c'est choisir l'une des formes de peur les plus primaires, les plus enfantines possibles. Ces films proposent en plus le combo attraction de Halloween ou maison hantée avec le clown, ce qui reste dans la lignée de l'idée du spectacle horrifique quasiment par défaut, un peu comme si l'intrigue du film d'horreur se déroulait dans un film d'horreur. Putain, c'est bien dit. Que ce soit conscient ou non, c'est donc un parti pris plutôt pertinent, même si le traitement qui suit derrière peut, lui, être plutôt décevant. Sinon, le personnage de clown peut être utilisé de façon un petit peu plus intéressante, comme par exemple dans le très particulier Funland. Sans être une réelle réussite, le film nous propose un personnage de clown renvoyé par le parc à thème dans lequel il bossait depuis longtemps, après que celui-ci ait été racheté par des gangsters avides de toujours plus de fric. Notre clown, malicieusement appelé Burger, va alors péter un câble et sortir la carabine pour se venger. Nous avons bien entendu droit ici à une caricature d'un certain Ronald McDonald, mascotte d'une célèbre chaîne de fast-food qui va littéralement partir en guerre contre le capitalisme
brutalisme, ce qui est plutôt ironique, en plus d'être une excellente idée. Malheureusement, le film est assez mou et n'est pas aussi cynique et caustique qu'il aurait pu l'être et passe un petit peu à côté de son sujet. Mais là, l'utilisation du clown est bien sûr beaucoup plus parlante. Citons également les quelques personnages de clowns qui sont utilisés comme présentateurs ou animateurs du film même, de façon extra-diégétique, transformant le long métrage en cirque audiovisuel l'espace d'1h30, comme le très mauvais Strango le clown ou Brandon dans le film à sketch argentin Asylum, qui sert en quelque sorte de fil rouge et joue donc les Monsieur Loyal de façon tout à fait correcte. Good afternoon, my darling sons of bitches. Dans ces œuvres, nous avons donc droit à d'authentiques clowns, même si ceux-ci peuvent paraître un tantinet dépressif, voire avoir tout de même des pulsions plutôt violentes. Ils jouent malgré tout leur rôle de clown auprès du spectateur. Et puis, comment finir cette catégorie avec un autre personnage que le Captain Spaulding, le clown de la saga de Devil's Reject de Rob Zombie, incarné par le légendaire Sid Haig, qui, s'il est un authentique criminel depuis sa naissance, a choisi le métier de clown et d'animateur de son sinistre musée des monstres et des malades mentaux, un rôle qu'il assume pleinement et qu'il aime même. C'est une célébrité locale, il a même des panneaux publicitaires et des spots, et vit de l'argent qu'il gagne en tant que clown. On évitera de dire qu'une partie de ces mannequins bizarres exposés dans son antre sont fabriqués à partir de véritables cadavres et qu'il sert également de rabatteur à sa famille de meurtriers, cela ne doit en aucun cas entacher son travail de clown. Ce qui est intéressant avec ces personnages, c'est que ce ne sont pas seulement des tueurs déguisés en clowns, ce sont de véritables clowns et ils agissent comme tels, ce qui les différencie un tout petit peu de ceux dont nous allons parler à présent. On rentre un petit peu plus dans le vif du sujet avec cet archétype de personnage beaucoup plus répandu dans le cinéma d'horreur. Les tueurs qui se déguisent en clowns pour accomplir leur basse besogne. Et pour le coup, on peut considérer que ce type d'antagoniste est assez populaire au cinéma depuis les années 70-80. Le masque de clown ou ses maquillages sont souvent choisis depuis cette époque pour habiller des tueurs. Encore une fois, c'est souvent le degré zéro de l'inspiration. Notre tueur sans personnalité a besoin d'avoir un look un petit peu stylé qui permet de l'identifier comme le méchant du film, qui permettra peut-être de l'iconiser un tout petit peu, le costume de clown s'impose comme une facilité toujours relativement efficace. Encore une fois, le clown représente souvent la peur elle-même, la phobie infantile par excellence, et les tueurs qui arborent cette apparence se déguisent en quelque sorte en croque-mitaine. Encore une fois, le jeune Michael Myers dans le Halloween original en est un parfait exemple. Malheureusement, c'est souvent plus une excuse qu'autre chose. Ainsi, des films comme The Clown Murders ne présentent pas beaucoup d'intérêt, alors qu'il aurait pu être l'un des pères du slasher comme d'autres films de cette époque, ce n'est qu'une peloche oubliée dont le seul intérêt est de proposer un clown tueur un petit peu trop mou. Mais à la fin des années 70, un événement va survenir aux États-Unis qui va donner un nouvel élan à l'archétype du tueur en costume de clown. 36-year-old John Wayne Gacy has pleaded not guilty to charges of murdering 7 boys and young men. John Wayne Gacy, connu sous le surnom de Killer Clown, tueur et violeur en série qui s'habillait en clown pour amuser les enfants malades à l'hôpital, est arrêté. Son histoire choquera et fascinera assez largement l'opinion publique et donc le cinéma de genre sautera sur l'occasion pour bien souvent proposer un antagoniste un tout petit peu inspiré par ce sordide fait divers, conscient de tenir là un concept simple et efficace. Le clown tueur apparaîtra alors à toutes les sauces, souvent dans des films de série B un petit peu grossiers. On aura droit à du home invasion des plus classiques avec Clone House, du thriller érotique avec L'arme du clown, du slasher crade avec Blood Harvest, du slasher plus comique avec Slaughter High et même du film musical avec Terror on Tour et son groupe de rock en costume de clown. Mais même si les sous-genres visités par ces clowns tueurs sont variés, tous ces antagonistes se ressemblent finalement beaucoup. Le principal intérêt de ces personnages est de mélanger l'humour très codifié des clowns, leur apparence enjouée et leur farce, au sadisme et à la brutalité des tueurs en série. Cela peut donner des antagonistes extrêmement pervers, dont le côté comique sert alors surtout à augmenter le calvaire de la victime, dont il se gargarise, et dont le but est de rendre la violence un peu plus fun. Voir un tueur rire et se moquer de sa proie qui tente de s'échapper, le voir utiliser les artifices habituels du clown et les détourner pour les transformer en armes mortelles, vont dans ce sens. Sinon, on peut utiliser le côté enfantin de ce méchant si spécial pour
pour le faire contraster avec sa violence ou ses objectifs malfaisants. Dans ce cas de figure, on peut en général diviser le film en deux parties. Une première durant laquelle le clown agit comme tel, endormant la méfiance de ses victimes et celle du spectateur pour un temps seulement, même si celui-ci sait déjà pertinemment à qui il a affaire. Non, l'intérêt est de le voir faire son petit numéro en attendant le moment où il révélera son vrai visage, moment qui marquera bien sûr le tournant du film vers sa deuxième partie, celle durant laquelle le rôle de l'antagoniste bascule du clown au tueur. Le long métrage vire alors au survival. Ces schémas ne changeront pour ainsi dire pas jusqu'à aujourd'hui, alors que le clown tueur connaîtra pourtant entre-temps d'autres âges d'or. Bah oui, il y a entre autres eu la sortie du livre Ça de Stephen King en 1986, dont le clown, Pennywise ou Gripsou, est aussi en partie inspiré par le fameux Gacy, mais également sa première adaptation cinématographique, dont nous reparlerons plus en détail un petit peu plus tard, qui devint instantanément l'une des références principales en matière de clown diabolique. Au-delà de ça, certains personnages prirent une importance gigantesque dans la culture populaire, à l'image du Joker, ennemi juré de Batman, qui provoqua avec la trilogie de Nolan au début des années 2000 la création d'une armée de clowns horrifiques destiné à remplir à terme les rayons des direct-to-video inconnus des cash converters. Oui, le début des années 2000 fut à la fois l'âge d'or du clown tueur au cinéma et peut-être l'une de ses pires périodes. Âge d'or car on y retrouve énormément d'œuvres ayant choisi l'un de ces individus peu recommandables pour antagoniste, mais pire période parce que ces œuvres sont de qualité souvent au mieux médiocre. Outre un biopic putassier centré sur Gacy lui-même, qui ne cherche donc même pas à déguiser son inspiration, contrairement à la plupart de ses pairs, nous avons droit à plusieurs films qui exploitent la coulrophobie ou simplement l'image stylée du clown tueur, sans rien proposer d'ambitieux artistiquement parlant. Ces films sont construits uniquement autour de l'envie de mettre en scène ce type d'antagoniste, sans autre objectif que celui de faire rentrer des ronds facilement, notamment via la vente de DVD ou la location, qui vit alors ces dernières grandes années. Notons tout de même au milieu du globi-boulga de ces films sans grand intérêt, l'énorme franchise Camp Blood, quasiment inconnue chez nous, mais qui comporte pas moins de 11 films et qui sont des slashers très classiques qui se déroulent dans des pseudo-camps à la Vendredi 13, mais dont les antagonistes, vous l'aurez compris, sont des clowns tueurs. Une franchise entièrement distribuée directement en vidéo, initiée à l'aube des années 2000 et qui continue encore aujourd'hui, puisque le dernier épisode en date, à ma connaissance, est sorti l'année dernière. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de saga à succès avec Camp Blood, mais une chose est sûre, en termes de longévité, ça se pose là. Un nouvel âge d'or de la clownsploitation survint bien sûr après la sortie des films Ça de Muschietti, nouvelle adaptation du roman de King qui provoqua un regain d'intérêt du public pour la figure du clown diabolique, ce qui incita évidemment certains studios ou producteurs à relancer quelques rip-offs sans aucune ambition artistique, juste histoire de profiter de l'élan monstrueux provoqué par le diptyque. Et même si beaucoup de ces films opportunistes correspondent plutôt à la catégorie que je vais explorer juste après, on continuera d'avoir quelques films de tueurs déguisés en clowns sans aucune originalité, ni dans la mise en scène ou le scénario, ni dans la façon d'utiliser leur antagoniste, chaque fois tristement similaire à ceux apparus avant lui. Ces clowns tueurs sont juste les incarnations les plus basiques du tueur inconnu qui peut frapper à tout moment, et leur costume ou maquillage permet juste de maquiller leur humanité pour les rendre presque surnaturels, inhumains, sans qu'ils ne le deviennent réellement. En se déguisant en clown, c'est donc leur humanité qu'ils travestissent, ils deviennent des caricatures, des parodies d'êtres humains, tentant de cacher leur terrible travers sous une façade de bienveillance et de franche rigolade. Sans oublier bien sûr ce concept cher à l'horreur de détourner des éléments innocents et positifs pour les corrompre et les transformer en quelque chose de menaçant, d'effrayant, dont j'ai déjà pu parler maintes fois sur la chaîne. Simplement, le clown a cette particularité d'être à mi-chemin entre cette idée-là, puisque de base le clown est bien entendu un personnage gentil et amusant, et celle du concept effrayant de base, considéré dans l'inconscient collectif comme vaguement angoissant, tellement la peur du clown est répandue et surtout tant il a été utilisé comme antagoniste dans tout un tas de fictions. D'ailleurs, les différents syndicats de clowns, oui, ça existe, sont un petit peu désespérés par cette image dont ils ont hérité, entre autres, de la part du cinéma d'horreur. Et à la sortie du premier Ça de Muschietti, ils avaient communiqué à travers la presse pour rappeler aux gens que non, ce ne sont pas des tueurs, qu'ils ne sont pas méchants et qu'il ne faut pas mélanger réalité et fiction. On a déjà beaucoup cité ça dans cette vidéo, vous ne trouvez pas? Il est temps de passer à la catégorie de clowns suivante. Et voilà ce qui est peut-être aujourd'hui la façon la plus répandue d'exploiter le clown malfaisant dans le cinéma d'horreur. Les clowns monstrueux, surnaturels, démoniaques, bref, ce que vous voulez.
Bien sûr, ces créatures doivent beaucoup au Pennywise de King, dont ils descendent tous directement ou indirectement. Car comme vous le savez certainement toutes et tous, et si ça n'est pas le cas, je vous invite à revisionner mon bestiaire de l'horreur qui lui est consacré, Pennywise ou Gripsou n'est pas réellement un clown. C'est en réalité une entité extraterrestre immortelle qui peut prendre pour ainsi dire n'importe quelle forme, même s'il aura tendance à se changer en un concept effrayant pour sa proie. Et sa forme principale, le visage qu'il arbore le plus, est donc celui d'un clown sinistre qui, s'il semble humain aux premiers abords, laisse parfois transparaître sa véritable nature à travers des déformations physiques terrifiantes, comme une mâchoire aux dents acérées, un regard surnaturel, etc. C'est un prédateur monstrueux qui utilise sa forme de clown pour attirer les enfants naïfs qu'il compte dévorer et endort ainsi leur méfiance. Hello, Ricky. Et il est vrai que chaque apparition de Pennywise, que ce soit dans ces 3 adaptations cinématographiques ou dans le roman original, a eu un impact énorme sur la popularité du clown tueur dans tous les médias et même sur la coulrophobie en elle-même. Donc, fatalement, tout un tas de monstres déguisés en clowns vont apparaître ici et là au cinéma. Et ça commence dès les années 80, avec des faux clowns qui font partie des plus populaires du lot, à savoir les fameux Killer Clowns from Outer Space, qui sont des extraterrestres à l'apparence de clowns. Le génie de l'œuvre, outre son côté cartoonesque génial, c'est son univers déjanté, et sa façon de détourner tout un tas d'éléments propres à la mythologie du clown pour les transformer en concepts extraterrestres. Leur vaisseau spatial en forme de chapiteau de cirque, leurs cellules en forme de ballon ou de barbe à papa, leurs armes et véhicules qui ressemblent à des jouets, etc. Leur excentricité n'a d'égal que leur cruauté, et ce sont des purs produits des années 80 qui inspirent de la nostalgie chez bon nombre de spectateurs. Le fait est que, comme pour Pennywise, ils utilisent parfaitement l'imaginaire du clown, qu'ils détournent de façon géniale pour façonner une toute nouvelle mythologie, et c'est en ça qu'ils sont bien utilisés en tant qu'antagonistes. Le fait d'avoir choisi un clown comme méchant prend alors tout son sens. Oui, même chez Pennywise, on va utiliser le ballon par exemple, et on ne va pas se contenter de lui foutre un costume ou un nez rouge. On a d'autres films qui suivent la même logique, heureusement, comme par exemple le sympathique Stitches qui nous fait suivre un clown qui trouve la mort lors d'un anniversaire et qui va revenir d'entre les morts pour se venger des responsables de son décès, doté de tout un tas de pouvoirs surnaturels. Les meurtres du dit Stitches vont alors souvent ressembler à des numéros de clown pour notre plus grand plaisir. And the joke is never as funny the second time round. Nous avons également bien entendu le fameux Art de All Hallows Eve et Terrifier, l'un des clowns démoniaques les plus marquants offerts par le cinéma, et sans doute le plus sinistre d'entre tous. On lui rajoute en plus des caractéristiques habituelles son côté mime qu'il garde en toute situation, et qui rend le personnage encore plus glauque, plus effrayant. Il ne laisse jamais échapper le moindre son, même quand il se fait gravement blesser par ses proies. Mais au-delà de ça, c'est le clown qui évolue dans l'univers le plus sombre, qui commet les crimes les plus sordides et gore, et qui se révèle peut-être être le plus sadique, le plus pervers avec ses victimes. Il est l'antithèse la plus parfaite, la plus obscure de l'authentique clown. Et c'est l'un de ceux qui se comporte le plus comme un clown, qui vit chaque meurtre comme un véritable numéro de cirque, comme un sketch. Une masterclass de clown diabolique, rendu plus effrayant encore par sa nature inhumaine, démoniaque, et son immortalité présumée puisqu'il revient sans cesse à la vie, en plus. Des exemples de clowns monstrueux ou démoniaques bien construits et vraiment efficaces, il y en a donc. Mais il y a aussi l'exact opposé, bien évidemment, l'opportunisme pur et dur de la clownsploitation de bas étage. Et bien sûr, derrière ce phénomène, on a quelques gros habitués de la performance. Par exemple, ce bon vieux Charles Band et sa boîte Full Moon Features nous a donné l'un des plus beaux représentants de sous Pennywise peu intéressant avec Killjoy, un démon déguisé en clown qui a eu droit à une saga de 6 films à ce jour et qui évoluait à l'origine dans un milieu afro-américain urbain pour 2 premiers films qui ressemblent fortement aux 2 Leprechaun in the Hood sortis à la même époque. C'était une période durant laquelle des producteurs de direct-to-video se rendirent compte qu'il y avait une demande pour les films d'horreur parmi les communautés afro-américaines. Et qui dit marché à conquérir, dit opportunisme. Killjoy est une aberration, il a l'apparence d'un clown, mais n'en profite pour ainsi dire pas du tout, son costume cheap n'apporte aucune valeur ajoutée, c'est juste un démon déguisé en clown. La franchise se transformera au fil des épisodes pour devenir quelque chose de beaucoup plus original par la suite, mais de toujours aussi cheap, à partir du 4e volet. À partir de là, Killjoy développera sa propre mythologie de clown démoniaque complètement déjanté et une personnalité bien à lui. Ça n'en fait pas de bons films pour autant, mais on s'éclate beaucoup plus à suivre ses aventures à partir du moment où celle-ci met en place quelque chose de particulier.
débarquer. J'ai une pêche d'enfer. Qui êtes-vous? The Asylum aussi en a fait quelques-uns, bien sûr, à commencer par le très mauvais Clown, ou comment vendre une idée plutôt qu'un film. Dans le même genre, on a le moyen mais pas totalement inintéressant Jack in the Box, dans lequel l'apparence du clown n'apporte pas grand-chose au schmilblick, puisque notre antagoniste est vêtu de la sorte à cause du Jack in the Box en question. C'est donc une façon un petit peu originale d'amener un clown maléfique dans son intrigue, avec cet antique jouet maudit, mais qui ne révolutionne pas le concept pour autant. Puis bon, des clowns démoniaques sympas mais dont les films n'utilisent pas forcément bien les spécificités, il y en a à la pelle. Gags de clowns, sorte de Pennywise dépressif plutôt effrayant, les différents jingles dont le plus connu est un clown tueur revenu d'outre-tombe, orni le clown de Burger Kill, peut-être le plus iconique de ces sous Pennywise, etc. Ces antagonistes ne sont pas dénués d'intérêt mais se contentent la plupart du temps de marcher sur les traces de ceux qui les ont précédés. Désolé mon poulet, ça ne change rien. Disons que si vous aimez les clowns tueurs, ou s'ils vous font particulièrement peur, vous pourrez apprécier ces films. Sinon, à vous de voir. Il y a également des films qui mettent en scène des clowns, mais en utilisent des mythologies complètement différentes. Je m'explique. Par exemple, on a des films comme The Night Watchman, dans lesquels les clowns sont des vampires. Ils n'utilisent presque pas les caractéristiques clownesques de son antagoniste, préférant lorgner du côté de celles des suceurs de sang. Amityville Clown House mélange les clowns à Amityville, ou pire encore avec Clownnado, qui décide de mélanger le concept du clown tueur à celui de Sharknado. Bon, là, on tombe dans le n'importe quoi le plus total, mais sans aller jusque-là, on a également des films comme Scary or Die ou Clown, dans lesquels une toute nouvelle mythologie est inventée au clown maléfique. Dans Scary or Die, une morsure du clown démoniaque transforme la victime en clown, tandis que dans Clown, notre personnage principal se retrouve coincé dans un costume de clown maudit qui le pousse à commettre des meurtres. Ces films sont particuliers puisqu'ils changent le clown en authentique monstre, allant encore plus loin dans l'incarnation de la peur même dont je parlais en début de vidéo. Ici, le clown devient définitivement le monstre par excellence, et c'est cette dimension effrayante naturelle que ces longs métrages cherchent à explorer. Et pourquoi pas, après tout? Finalement, le clown est devenu un monstre à part entière au sein du cinéma d'horreur. Il n'y a plus besoin de trouver d'excuses pour mettre en scène des clowns tueurs, des clowns malfaisants, des clowns démoniaques, et bordel, j'ai dit le mot clown beaucoup trop de fois dans cette vidéo. Les clowns ont leur propre univers visuel, des codes établis depuis longtemps, et c'est très amusant de voir ces codes détournés dans le cinéma d'horreur. La clownsploitation, car il n'y a pas d'autre mot, aura réussi à transformer le clown de film en créature terrifiante, indépendante de sa véritable image, et il faut bien sûr les différencier. Mais au-delà de l'incarnation de la peur que le clown est devenu au cinéma, cet archétype de personnage a bien souvent un petit peu plus de profondeur que ce qu'on veut bien croire. Non, ce ne sont pas toujours juste des personnages excentriques peinturlurés à l'excès. Ils cachent quelque chose d'un petit peu plus intéressant à analyser dans bien des cas. Déjà, le clown dans le cinéma américain est souvent une façon de représenter le capitalisme, ou de le caricaturer pour la simple et bonne raison que Ronald McDonald existe. Utiliser un clown comme antagoniste, si on y prête un minimum attention en écrivant son script ou dans sa mise en scène, peut vite devenir une façon de dézinguer ce symbole tout-puissant. Stephen King lui-même raconte que l'emblème des célèbres fast-food était l'une de ses inspirations premières pour ça, et ça donne un niveau de lecture supplémentaire à Pennywise et sa façon d'attirer ses victimes en arborant un visage sympathique. Mais sans aller plus loin dans cette direction, l'une des métaphores qui revient le plus parmi ce type d'antagoniste, c'est celle de l'inconnu, de l'étranger, dont on se méfie. Souvent, les histoires de clowns tueurs surviennent dans de petites villes rurales, aux mentalités un petit peu coincées dans le passé, guerre moderne ou favorable à certaines évolutions de nos sociétés modernes. Le clown est étrange, ressemble à un être humain, mais fait peur. Comme, à tout hasard, certaines minorités ou communautés. L'antagoniste clownesque représente alors la peur du progrès, du changement, des différences, et beaucoup de films utilisent leurs méchants de la sorte, à commencer par Pennywise lui-même. En effet, Lessa explore particulièrement cette idée, avec cette ville de Derry qui semble figée dans le temps, et ses personnages aux mentalités très arrêtées, pour ne pas dire parfois arriérées, et ces héros enfants qui luttent contre ces peurs héritées de leurs parents et des habitants de leur ville, qui prend donc la forme de Gripsou ici. Même des longs métrages plus rigolos comme Killer Clown, From the Outer Space vont dans le même sens, avec ces antagonistes qui sont non seulement des clowns, mais en plus sont des extraterrestres, deux créatures qui peuvent donc exprimer la même idée, celle de l'envahisseur étranger, de l'inconnu, dont on se méfie. Rappelons-nous que la coulrophobie est au moins en partie due au fait que les traits du clown sont difficiles à identifier sous son maquillage. Ça veut tout dire. Tous les films qui décident d'exploiter consciencieusement cette phobie, et ils sont nombreux, vont donc au moins en partie dans ce sens également. Plusieurs de ces films marient en plus la figure parentale à celle du clown. Clown ou Scary or Die nous montrent des pères se transformer en clowns sanguinaires et devenir un danger pour leurs enfants.
À nouveau, la métaphore n'est pas très loin et décide d'utiliser la figure du bouffon pour exprimer l'absentéisme ou la violence parentale. Pareil pour Clown Neri, dans lequel une jeune fille est traumatisée parce que son père avait une relation amoureuse et sexuelle avec un clown, ce qui continue de la hanter même des années plus tard. Il est très rare que la figure clownesque ne soit pas utilisée comme une image, comme une analogie. Pour finir, le clown dans le film d'horreur est parfois utilisé pour parler du monde du spectacle, tout simplement, ou pour proposer une forme un petit peu différente, rendue presque méta ou proche de la mise en abîme par la présence de clowns dans son intrigue. Même si ce sont des slashers, des films d'épouvante, des survival, des films gore ou ce que vous voulez, ils proposent souvent des idées liées au personnage de clown, avec des sortes de sketchs, des numéros rigolos, du spectacle de cirque en quelque sorte. Soit c'est uniquement dans la forme, et cela apporte alors des idées de mise en scène originales et qui expliquent le choix du clown comme antagoniste, ou alors même dans le fond, pour potentiellement exprimer un propos sur l'art du spectacle, voire le cinéma en lui-même, avec des films qui se déroulent dans des théâtres, des cirques, des parcs d'attractions, des attractions, etc. Tant de choses un petit peu plus subtiles exprimées par la simple présence d'un clown à l'écran, ce qui n'empêche pas l'extrême majorité de ces films d'être avant tout des divertissements décomplexés et souvent assez bas de gamme. Pour autant, on ne leur enlèvera pas qu'ils auront contribué à faire du clown l'une des images les plus répandues pour représenter le boogeyman, le croque-mitaine, avec son mélange d'amuseur pour enfants et de prédateur. Si vous n'avez pas envie de vous creuser la tête pour imaginer votre antagoniste, choisir le clown, c'est le choix de la facilité, notamment à cause de son passif important dans la pop culture, mais aussi et surtout dans le cinéma d'horreur. Il était naturel que je parle tôt ou tard des clowns un petit peu plus en détail sur ma chaîne, vu l'importance qu'ils ont pris particulièrement aux États-Unis. Bref, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura plu, comme d'habitude. Vous trouverez en description une liste Sens Critique avec tous les films que j'ai cités dans cette vidéo, si jamais il y en a parmi eux qui vous intéressent. Dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.